Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle conférence en direct en compagnie de Sarah Clinet et de Guillaume François. Alors, cette conférence vous est présentée par Conférencia en partenariat avec les archives diplomatiques, archives du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, au travers de ces conférences, les archives diplomatiques souhaitent faire découvrir aux curieux et aux chercheurs les collections qu'elles conservent, la richesse des compétences et l'expertise des professionnels qui travaillent sur les deux sites des archives diplomatiques, donc à La Courneuve et à Nantes. Donc évidemment, avant de commencer cette conférence, je me permets de vous donner quelques informations techniques. Donc tout au long de la conférence, je serai évidemment en support dans le chat, donc n'hésitez pas si vous avez le moindre souci de son, d'image, j'essaierai au mieux de vous guider. Vous pouvez également poser vos questions. Il y a un temps d'échange prévu à la fin de la conférence. Et vous avez également la possibilité de masquer le chat pour profiter pleinement de la présentation. Donc pour cela, vous avez un petit rectangle gris qui apparaît lorsque vous passez votre souris entre la présentation et le chat. Deux petites flèches apparaissent, l'une pour enlever le chat et l'autre pour le remettre. Enfin, dernière information, la rediffusion de la conférence sera disponible dès demain sur le site de Conférencia dans la rubrique des conférences gratuites. Je leur laisse maintenant la parole et je vous souhaite à tous une très belle conférence. Merci beaucoup Hélène, bonjour à tous. Nous allons nous présenter l'un après l'autre, Guillaume et moi-même. Donc moi je suis Sarah Clinet, conservateur du patrimoine aux archives diplomatiques et je suis responsable du pôle traitement et communication des archives. Bonjour, alors moi c'est Guillaume François et je suis également conservateur du patrimoine et je suis chargé plus particulièrement de conserver les accords et traités. Alors, nous allons donc commencer. Alors, les archives diplomatiques collectent et conservent les archives produites par le ministère des Affaires étrangères. Ces archives sont ensuite communiquées au grand public, ainsi qu'une très grande collection d'ouvrages de bibliothèque relatives aux sujets diplomatiques et plus généralement à la politique et aux relations internationales. Les archives diplomatiques organisent régulièrement des actions de valorisation, telle que la conférence de ce soir, qui est l'occasion de présenter ces collections d'archives et d'ouvrages conservés donc, aux archives diplomatiques. Et donc la conférence de ce soir est l'occasion de vous présenter ces collections dans le cadre des commémorations nationales de la guerre de 1870. Cette conférence est aussi l'occasion de vous donner un aperçu des documents qui seront présentés lors d'une exposition sur le même thème qui ouvrira ses portes au début de l'année 2022. Donc vous avez un petit aperçu ce soir, enfin cet après-midi plutôt, de ces collections et à l'occasion de l'exposition, vous aurez voilà, un bien plus grand aperçu d'un panel d'ouvrages, de bibliothèques, documents d'archives, documents iconographiques, etc., sur donc, la thématique de la guerre de 1870 et la diplomatie. Alors, nous allons donc commencer cette conférence par une première partie sur une diplomatie à dimension européenne en cette fin du 19e siècle. Alors, le 19e siècle voit l'incarnation des relations internationales au travers de ce qu'on appelle le concert européen, qui est un système de concertation permanente et informelle. Ainsi, depuis le congrès de Vienne de 1815 et jusqu'en 1914, les grandes puissances ont pris le parti de gérer ensemble les problèmes du continent européen au nom d'une responsabilité commune envers l'Europe. L'objectif principal étant de maintenir l'équilibre et de limiter le plus possible les conflits entre les 5 grandes puissances de l'époque, donc Grande-Bretagne, Russie, Autriche, Prusse et France. Les relations internationales reposaient alors jusqu'alors sur la concertation permanente entre les puissances dans le cadre de relations bilatérales désormais bien établies. Donc vous voyez à l'écran le réseau diplomatique français en 1870. Il repose sur une poignée d'ambassades auprès des puissances majeures, Royaume-Uni, Autriche, Confédération de l'Allemagne du Nord et Prusse,
Espagne, États pontificaux, Russie, Turquie, et de nombreuses autres légations, qui sont des ambassades en plus petit, assurent les relations entre la France et les autres États. Donc plus d'une dizaine de ces légations en Allemagne pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis, le réseau consulaire français qui existe en parallèle traduit de son côté plutôt l'intensité des relations économiques entre voilà, la France et les autres puissances. Alors, à ces relations diplomatiques bilatérales, le Conseil européen ajoute une nouvelle approche en termes de relations internationales. Donc, il convient désormais, en cas de problème, de réunir des congrès des grandes puissances au cours desquels les représentants de chaque pays vont négocier collectivement dans un cadre multilatéral, et ceci dans les intérêts généraux de l'Europe. En France, bien que Napoléon III souhaite je cite, abolir pour jamais les traités de 1815, il aspire à ce que la France retrouve un rôle moteur en Europe au sein de ce concert européen. L'empereur est hostile à l'idée de guerre de conquête, mais pour autant n'hésite pas à utiliser l'action militaire pour que la France retrouve en Europe le devant de la scène. Ça se traduit notamment par la victoire de la France en Crimée contre la Russie, qu'elle écarte de la Méditerranée orientale. Le congrès de Paris qui va se tenir au Quai d'Orsay et qui met un terme au conflit en 1856 est à la fois un bel exemple du concert des puissances et un coup d'éclat pour la diplomatie française, le choix de Paris pour ce congrès n'étant bien sûr pas anodin, qui joue un rôle premier. Et l'empereur apparaît alors comme l'arbitre de l'Europe. Napoléon a donc mené à bien son premier objectif, rendre à la France sa liberté d'action. Convaincu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, avec l'aide de la France, qui pourrait ainsi prendre sa revanche sur le congrès de Vienne de 1815, Napoléon III souhaite désormais que la France prenne la tête d'un mouvement général de révision des frontières en fonction de ce qu'on appelle le principe des nationalités. Et au passage, la réorganisation territoriale de l'Europe permettrait à la France d'obtenir des compensations territoriales justifiées par ce principe des nationalités, donc la Savoie, Nice, la Belgique, le Luxembourg et éventuellement la rive gauche du Rhin. Donc certaines compensations étaient obtenues et d'autres non. Ainsi, il va apporter son soutien à la Maison de Savoie dans sa lutte contre l'Autriche pour la réalisation de l'unité italienne. Le conflit va se résoudre par la victoire de Solferino, puis la cession à la France de la Savoie et du comté de Nice en 1860. Alors, victoire diplomatique bien sûr, mais aussi rayonnement culturel international pour la France de Napoléon III, avec notamment, donc ce que vous avez à l'écran, une illustration de l'exposition universelle dite d'art et d'industrie de 1867. Voilà, vous avez donc cette illustration directement à l'écran. Alors, tenter de concilier une politique officielle qui joue le jeu du Conseil européen et qu'exécute le ministère des Affaires étrangères, et une politique secrète qui travaille à la transformation de l'Europe selon le principe des nationalités, c'est diplomatiquement impossible à mener de front. Et ça va précipiter l'échec final de Napoléon III, cet échec qui s'incarne notamment au travers des relations avec l'Allemagne. D'abord, Napoléon III va encourager le chancelier prussien Bismarck et la Prusse dans leur projet d'unification de l'Allemagne. Puis, après la victoire prussienne sur l'Autriche à Sadowa en 1868, et poussé par une partie de l'opinion publique, Napoléon III renverse sa politique et tente en vain de s'allier plutôt à Vienne pour contrer les vues de la Prusse sur l'Allemagne du Sud et obtenir par la même occasion la rive gauche du Rhin. Parallèlement, il tente aussi de négocier auprès de Bismarck des compensations pour une éventuelle acceptation de l'unification allemande autour de Berlin. Moralité, cette diplomatie désordonnée
d'une part, plonge Bismarck et l'opinion allemande dans une opposition nette à la France, et d'autre part, du côté de l'entente européenne entre les grandes puissances, cela mécontente fortement l'Autriche, évidemment, qui non seulement vient d'être chassée d'Italie largement à cause de la France, mais à laquelle la France s'est opposée aux côtés de la Prusse jusqu'à donc la victoire prussienne de Savoie. La conséquence, c'est qu'en 1870, la France se retrouve complètement isolée, ce qui va expliquer en partie la défaite à venir et d'autre part le fait que les autres grandes puissances n'aient pas agi pour modérer la Prusse au moment de la rédaction du traité de Francfort qui mettra fin à la guerre de 1870. Alors la gravure que vous allez à l'écran fait la synthèse des périls qui menacent à la fin des années 1860 le Second Empire, l'opposition démocratique intérieure d'une part, et puis les conflits extérieurs d'autre part, et notamment l'échec retentissant de l'expédition mexicaine censément destinée à protéger les intérêts économiques français au Mexique. Et donc cet échec au Mexique qui va intervenir juste avant la guerre de 70. Cette guerre de 70, elle va éclater à propos de la candidature du prince de Hohenzollern au trône d'Espagne. Il est question de cette candidature depuis le début de l'année 1870. Or, une telle candidature, si elle venait à aboutir, provoquerait un déséquilibre réel des forces en Europe et présenterait un vrai danger pour la France qui ne s'entend plus si bien avec la Prusse d'une part, comme on l'a dit, et puis qui se retrouverait encerclée par cette dernière du côté du Rhin, du côté des Alpes et donc désormais du côté des Pyrénées. Alors au début du mois de juillet 1870, la France proteste aussi bien du côté de l'Espagne que de la Prusse, en même temps que des mesures militaires sont prises d'urgence au cas où. La France finit par obtenir la renonciation donc de cette candidature, mais dans le télégramme du ministre des Affaires étrangères au comte Benedetti, que vous avez en bas à gauche et qui est ambassadeur de France en Prusse, donc dans ce télégramme du 12 juillet 1870, que vous avez donc également à l'écran, l'empereur fait réclamer la garantie et l'engagement formel de la Prusse à ce que cette candidature ne soit pas renouvelée. Donc je cite, pour que cette renonciation du prince produise tout son effet, il apparaît nécessaire que le roi de Prusse s'y associe et nous donne l'assurance qu'il n'autoriserait pas de nouveau cette candidature. L'empereur fait ajouter, veuillez vous rendre immédiatement auprès du roi de Prusse pour lui demander cette déclaration qu'il ne saurait refuser s'il n'est véritablement animé d'aucune arrière-pensée. Alors, ce qu'il se passe, c'est que cette demande maladroite, puisqu'il s'agit pratiquement d'une demande d'excuse de la part de Napoléon au roi de Prusse d'avoir autorisé cette candidature, et donc en réponse à cette demande maladroite, le roi Guillaume fait savoir à l'ambassadeur de France que, pour ce qui le concerne, la discussion est close. Refuse et puis voilà, indique que la discussion est close. Alors, Benedetti, l'ambassadeur, le rapporte dans la dépêche que vous avez sur la gauche. Je lui ai fait remarquer que le roi voudrait bien me permettre de vous annoncer en son nom que si le prince de Hohenzollern revenait à son projet, Sa Majesté imposerait son autorité et y mettrait obstacle. Le roi a absolument refusé de m'autoriser à vous transmettre une semblable déclaration. J'ai vivement insisté, mais sans réussir à modifier les dispositions de Sa Majesté. Le roi a terminé notre entretien en me disant qu'il ne pouvait ni ne voulait prendre un pareil engagement. Alors, on voit, c'est clairement un refus de la part du roi de Prusse, néanmoins un refus courtois. Or, Bismarck, qui souhaite la guerre contre la France pour rassembler notamment l'opinion publique, en réalité va saisir l'occasion du refus de son roi, qu'il va transformer en affront à travers une dépêche qu'il va faire publier dans la presse à Hens, donc qui va être publiée le 14 juillet au matin dans la presse allemande, et puis qui évidemment va être reproduite ensuite et diffusée à l'ensemble de la presse européenne. Donc vous avez cette dépêche en bas à droite, et donc là la version que va rapporter Bismarck diffère quelque peu. Après que la nouvelle de la renonciation du prince Hohenzollern eut été communiquée officiellement par le gouvernement royal espagnol au gouvernement impérial français, l'ambassadeur de France a encore demandé à Ems, à Sa Majesté le roi,
de l'autoriser à télégraphier à Paris que Sa Majesté s'engage pour toujours à ne plus jamais donner son consentement si les Hohenzollern posaient de nouveau leur candidature. Jusque-là, tout concorde. C'est la suite qui va fortement diverger. Je cite, « Là-dessus, Sa Majesté a refusé de recevoir encore l'ambassadeur et lui a fait savoir par son aide de camp de service qu'elle n'avait plus rien à lui communiquer. » Donc on voit que c'est une version qui est quand même assez différente dans son interprétation que celle qui est rapportée par l'émissaire français et qui surtout est tout à fait discourtoise envers l'ambassadeur de France en Prusse. Alors, en France, l'entourage impérial, et notamment l'impératrice, est également favorable à la guerre parce qu'on estime que ça pourrait raffermir le trône de l'empereur qui est un peu bousculé notamment par une opposition intérieure. Donc, à la suite de la publication de cette dépêche, le 15 juillet, le corps législatif décide de voter les crédits militaires et dès le 19 juillet 1870, après donc cette crise internationale qui aura duré une quinzaine de jours, la France déclare officiellement la guerre à la Prusse. Immédiatement, la Prusse obtient le soutien des 4 États allemands du Sud. Et donc la guerre n'est déjà plus exclusivement franco-prussienne, mais franco-allemande. Dans la logique du concert européen, les conflits entre puissances devant, s'ils ne pouvaient être évités, du moins rester le plus localisés possible, les ambassadeurs de France auprès des puissances étrangères reçoivent un projet de note donc, que vous voyez à l'écran, à remettre aux autorités de leur pays de résidence, justifiant d'une part le bien fondé de la déclaration de guerre à la Prusse et puis assurant ces puissances, si elles demeurent neutres, du respect du droit international par les troupes françaises. Donc, je cite cette note. « Sa Majesté l'Empereur des Français s'est vu dans la nécessité, pour défendre l'honneur et les intérêts de la France, en même temps que pour protéger l'équilibre général de l'Europe, de déclarer la guerre à la Prusse et aux pays alliés qui lui prêtent contre nous le concours de leurs armes. » Donc, on voit là que la justification est d'abord en raison des intérêts de la France. D'ailleurs, ce sont les premiers qui sont présentés. Mais on revoit surgir cette idée de concert européen et du fait que l'empereur agit pas uniquement en direction des intérêts français, mais au bénéfice de l'Europe et de l'équilibre européen. Et puis, la suite du texte donc, est destinée à assurer aux autres puissances de la neutralité que maintiendra la France. Et au-delà d'une question de posture globale, sont énumérés différents cas de figure auxquels s'applique cette neutralité. Sa Majesté a donné des ordres pour que, dans la poursuite de cette guerre, les commandants de ces forces de terre et de mer observent scrupuleusement vis-à-vis des puissances qui demeureront neutres les règles du droit international et pour qu'ils se conforment notamment aux principes posés par la déclaration du Congrès de Paris du 6 avril 1866. Et vient ensuite la liste. Le pavillon neutre couvre la marine marchande ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre. La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi, etc., etc. Alors, la guerre étant déclarée, la neutralité étant posée envers les autres puissances, eh bien, les affrontements vont s'enchaîner avec, donc on le sait, une issue assez peu heureuse pour la France. Alors, on note tout de même quelques victoires, ainsi que le rapporte, par exemple, le télégramme suivant que vous avez à l'écran, donc au sujet de la bataille de Mars-la-Tour, qui figure le début des combats de Gravelotte, qui se déroule le 16 août. Affaire sérieuse hier près Gravelotte, fûmes vainqueurs, mais nos pertes grandes. Mais rapidement, à part ces quelques victoires qui peuvent être notées, les opérations militaires vont être désastreuses pour la France. Les causes sont multiples. D'abord, l'isolement diplomatique dont on a parlé, l'infériorité numérique des troupes. Les troupes prussiennes sont à peu près 2 fois plus nombreuses que les troupes françaises. L'infériorité logistique et matérielle de l'armée française, l'infériorité du commandement. Aussi, les défaites vont s'enchaîner en Alsace.
Et de son côté, le commandant en chef de l'armée du Rhin, Bazaine, va se replier en Champagne pour y retrouver des réserves avant d'affronter les troupes prussiennes. Mais il va laisser passer l'occasion de détruire plusieurs éléments prussiens après cette fameuse bataille de Mars-la-Tour, et il va choisir de se replier sur Metz, où finalement il finit par se retrouver enfermé avec environ 200 000 hommes. Et c'est en marchant à son secours, et au secours de cette armée, que l'empereur est vaincu à Sedan le 1er septembre 1870 et est contraint de capituler sans condition. Alors vous avez à gauche un télégramme annonçant cette défaite, et par cette dépêche télégraphique est rapportée la dépêche que fait parvenir le roi de Prusse à son épouse. Donc, je cite, devant Sedan, 2 septembre, 1h22 du soir, une capitulation par laquelle toute l'armée près de Sedan est faite prisonnière de guerre vient d'être signée par le général Weipfen. L'empereur seul s'est rendu à moi, comme n'exerçant point de commandement, et a abandonné toute chose à la régence de Paris. Alors désormais, la seule armée organisée qui demeure est celle de Bazaine, mais elle est enfermée dans Metz. Et même si les combats vont durer encore, on verra ça un petit peu plus loin, la défaite de Sedan, c'est vraiment l'échec emblématique de la guerre de 1870. Alors vous voyez à l'écran un dessin satirique qui est le seul document qui ne fait pas partie des collections des archives diplomatiques, mais qui nous a été prêté pour l'exposition, et donc on a reproduit ici par le musée d'art et d'histoire Paul-Éluard. Donc ce dessin montre le diable attendant les morts qui sont représentés par des corbeaux, alors à la fois le coup d'État du 2 décembre 1851, l'expédition du Mexique et la guerre franco-prussienne, qui est donc là incarnée par la mention de la bataille de Sedan, ont fait. Napoléon III, à travers cette illustration, passe pour un homme qui est prêt à sacrifier les hommes de son pays pour la gloire, et finalement, tout ça se traduit par des échecs politiques intérieurs et en politique extérieure également. Alors, l'impératrice et le ministre de la guerre, le comte Palikao, convoquent le corps législatif dans la nuit du 3 au 4 septembre, mais la défaite de Sedan va provoquer la révolution à Paris le dimanche 4 septembre, et la foule entrée au Palais Bourbon exige la déchéance de l'Empire. Des députés républicains, dont Gambetta et Favre, vont rejoindre l'hôtel de ville et y proclament la République. Un gouvernement de défense nationale est formé, et c'est ce gouvernement provisoire qui va se retrouver investi d'une responsabilité de taille, redresser la situation militaire, si c'est encore possible, et défendre Paris. Et l'impératrice, quant à elle, va s'enfuir via la Normandie et gagner l'Angleterre. Alors, la guerre entre la France et la Prusse n'est pas seulement celle de deux gouvernements ou de deux armées, ou l'opposition de deux opinions publiques nationalistes. La situation est dramatique pour le peuple français en particulier, qui va être touché par des pertes bien plus considérables, puisque la guerre s'est entièrement déroulée sur le territoire français. Et de manière générale, pour les armées françaises et prussiennes. Le peuple français paie un lourd tribut de victimes militaires touchées par les faits de guerre, et puis de victimes civiles. Et puis l'armée prussienne, évidemment, paie également un tribut de victimes militaires. Alors, la Croix-Rouge va se mobiliser. C'est donc une institution d'aide humanitaire qui a vu le jour 6 ans plus tôt, à l'occasion de la Convention de Genève, et qui, dans un premier temps, vise à l'amélioration du sort des militaires blessés sur le champ de bataille. C'est une organisation neutre et indépendante qui apporte son aide et assistance aux victimes du conflit armé, de manière générale. Le droit international humanitaire se développe en effet énormément dès la fondation de la Croix-Rouge. En 1864, on compte déjà 7 sociétés nationales de la Croix-Rouge, dont la France et la Prusse, alors que petit à petit, des règles communes se mettent en place, acceptées sur le plan international, qui s'appliquent à tous les conflits et destinées à garantir assistance aux blessés et aux malades.
Pour ce faire, elle recueille des gestes charitables d'où qu'ils viennent. Ainsi, le document de gauche informe le ministre des Affaires étrangères que la Société de secours aux blessés, qui est donc l'ancien nom de la Croix-Rouge, a réclamé plus de 15 000 francs de souscription auprès des Français résidant à Alexandrie, qui ont donc contribué pour aider bien l'action de cette Société des secours aux blessés. Alors, la représentation française de cette société, qui est basée à Paris, mène dès le début du conflit des actions en faveur des blessés, comme l'explique donc la note que vous voyez à droite de l'écran. Je cite: « Au lendemain des combats de l'Alsace, la Société de secours a envoyé des délégués distribuer des premiers secours aux blessés. Et dès que la fatale bataille de Sedan nous a été connue, nous nous sommes empressés de diriger d'autres délégués sur la frontière de l'Est, etc. » Alors, un peu plus loin dans la note, on apprend que la société française, la branche française, a délocalisé son comité à Bruxelles pour suppléer à Suite Paris, parce que la capitale, très rapidement, va être placée en état de siège. Et puis, cette note appelle également le gouvernement français à se préoccuper davantage du sort des prisonniers de guerre français qui ont été emmenés en Allemagne. Alors, ces événements, les événements de la guerre de 70, vont pousser la Croix-Rouge à ouvrir, en plus des sociétés nationales, sa première agence internationale de renseignement et de secours à Bâle, qui sera chargée de relever le nom des blessés et des morts au combat, et puis de les transmettre aux familles, de répondre à des demandes de renseignement, de faire parvenir des envois d'argent, de gérer la logistique d'approvisionnement du matériel de secours, etc. L'action de la Croix-Rouge va aussi avoir pour conséquence l'apparition de ce qu'on appelle les ambulances de campagne. Alors à l'époque, ce terme désigne l'ensemble de l'hôpital situé à l'arrière du front, qui apporte de manière neutre et inviolable le secours aux armées. En parallèle de ces initiatives donc humanitaires de la Croix-Rouge, vont apparaître des initiatives privées et locales de ce type d'ambulance. Ainsi, donc à Paris, devant la multiplication des initiatives charitables, en ce sens, le gouverneur de Paris institue une commission supérieure des ambulances qui va être chargée de coordonner ces initiatives en lien avec les hôpitaux de la capitale. Donc vous avez à l'écran, à gauche, un extrait du journal officiel qui présente justement la constitution de cette commission supérieure des ambulances, et puis qui va répartir ces ambulances dans les différents hôpitaux et qui récapitule les règles à suivre lorsque les ambulances arrivent dans les hôpitaux, que faire si un des hôpitaux est surchargé, etc., etc. Alors, par ailleurs, la soudaineté donc, de la débâcle française et puis le très gros déséquilibre des forces en présence va expliquer le chiffre colossal des Français capturés, près d'un demi-million, et blessés. Et un petit peu moins de 100 000 hommes de l'armée, dite Bourbaki, du nom du général qui la dirigeait, va surmonter les rigueurs de l'hiver dans l'est de la France, en février 1871, après l'échec de Metz, et va trouver refuge en Suisse, où un certain nombre de ses soldats blessés trouvera la mort. Et un peu partout en Suisse fleurissent des monuments funéraires en leur souvenir, qui vont être dressés un petit peu partout dans le pays. Et vous avez donc sur la droite la couverture de l'ouvrage qui récapitule par district l'ensemble de ces monuments, et puis des noms des soldats en l'honneur desquels ces monuments ont été dressés. Alors, les soldats ne sont pas les seuls à souffrir dramatiquement de la situation. Les privations, les déplacements, les maladies, et puis les exactions reprochées à l'armée ennemie, réelles ou supposées, vont peser douloureusement sur les civils, à tel point que certains d'entre eux cherchent par tout moyen à éviter de provoquer les foudres des ennemis. Alors vous avez à gauche
une lettre qui est adressée par un habitant de Montfort-l'Amaury, qui est une ville pas très loin de Paris, qui est donc adressée au ministre des Affaires étrangères et dont voici un extrait. J'ai l'honneur de vous demander d'urgence si je puis être autorisé à mettre sur ma maison un pavillon américain, un drapeau américain, à l'effet d'être protégé contre les violences des Prussiens. J'ai chez moi depuis plusieurs années un mien parent né aux États-Unis qui est en France pour y faire ses études. Alors on voit effectivement que ces exactions commises par les armées, l'armée prussienne et puis dans l'autre sens également de l'armée française, ces exactions sont évidemment redoutées par voilà, les habitants du pays et notamment tous ceux qui vont se retrouver sur la trajectoire des armées et des champs de bataille. Et alors, vous avez également donc sur la droite la couverture des instructions pour les troupes de l'armée d'occupation sur la conduite qu'elles ont à tenir en garnison et en marche. Alors, le droit humanitaire international va se développer également en conséquence à cette guerre de 1870, en direction, donc, on l'a vu, des militaires, mais également en direction des civils. La première convention de Genève protège les militaires et au gré de ce conflit, on voit apparaître évidemment la nécessité de protéger également les civils et notamment des exactions commises par les armées. Et donc voilà, c'est dans ce cadre-là que sont publiés ce type de documents et donc là en l'occurrence voilà, les instructions pour la troupe d'occupation. Cette lacune, on va dire, en tout cas en termes de droit international, en termes de protection des civils, va provoquer pendant le conflit de nombreuses contestations entre les deux camps d'ailleurs, ainsi que des mesures de représailles. Et c'est la raison pour laquelle, 3 ans après le règlement du conflit, qui va intervenir un peu plus tard dans cette présentation, le tsar Alexandre II va convoquer à Bruxelles, donc à l'été 1874, une conférence qui aura pour objet de codifier les lois et coutumes de guerre, et notamment dans le cadre de la protection des civils. Alors ce texte ne sera pas ratifié, mais il va servir de base à l'adoption en 1880 du manuel d'Oxford concernant les lois de la guerre sur terre et à la Convention de La Haye, relative à la guerre sur terre, donc en 1899. Alors vous avez donc à l'écran 2 témoignages, on va dire, de cette Convention de La Haye. À gauche, une photographie de la délégation française, et puis à droite, un facsimilé des signatures des présidents de commission et premiers délégués, avec donc à peu près au milieu, pour la France, la présence de Léon Bourgeois. Et donc cette convention de La Haye de 1899 va intégrer les règles à appliquer concernant donc le droit de la guerre, que faire pour les militaires blessés, que faire en direction des civils, et puis va intégrer également les règles à appliquer concernant l'internement de combattants en pays neutre. Reprenant en fait ce qui s'est passé pour la Suisse, pour l'armée, la partie de l'armée française qui avait trouvé refuge en Suisse et dont on a parlé précédemment. En l'occurrence, comme pendant la guerre de 70, aucun texte ne régit ce type d'internement de combattants dans un pays neutre, eh bien la question ne peut être réglée pendant le conflit que par des négociations bilatérales entre la Suisse et l'Allemagne d'une part, et puis la Suisse et la France d'autre part. Voilà, donc ce conflit 1870 est donc l'occasion de voir se développer le droit international humanitaire, donc en direction à la fois des militaires et des civils, que ça se fasse tout de suite ou par des mesures notamment légales, eh bien, quelques années plus tard. Et je laisse la parole à Guillaume. Là, merci.
Alors, suite au malheureux événement de la guerre, on se retrouve dans une situation où la France et l'Allemagne, en fait, n'ont plus grand-chose à voir entre l'état où elles se trouvaient au début de la guerre et l'état où elles vont se trouver à la fin de la guerre. Pour diverses raisons. La France, évidemment, vous l'avez compris, a changé de régime, mais également l'Allemagne change significativement à ce moment-là, quoi. Donc, je vous montre ici, je vais zoomer un peu. Là, voilà. Je vais vous montrer ici une carte de l'Allemagne telle que se trouvait à la veille de la guerre. Et donc, comme on le voit, c'est une vaste mosaïque. Il y a quelque chose comme une vingtaine de puissances différentes. Et la Prusse, que vous voyez ici en bleu ciel, est déjà une puissance majeure, mais pas une puissance qui est souveraine sur l'ensemble de l'espace allemand. Donc, Bismarck, ma collègue l'a dit, voulait cette guerre pour parvenir à unifier l'Allemagne, et cette unification est naturellement légitimée par la victoire. Et donc, les deux confédérations dont la Prusse prend la tête pour faire guerre à la France se retrouvent pendant le siège de Paris à siéger à Versailles, qui est la principale ville la principale ville dans la périphérie de Paris à cette époque-là, et elle profite du splendide cadre du château de Versailles pour déclarer son unité et faire du roi de Prusse son empereur en titre par une déclaration solennelle dans la galerie des Glaces en janvier 1871. De mémoire, si je me souviens bien, le 16 janvier, peu importe. Et donc, on a à partir de cette date un changement de régime, parce qu'on n'est plus face à une confédération de souverains, mais face à un empire fédéral. Et cela se traduit immédiatement dans les textes. Donc, je vais vous montrer ici alors, je vais dézoomer, voilà. Donc, article final et signature du traité préliminaire de paix du 26 février 1871. Donc, ce traité, je viendrai plus à fond pour ces clauses plus tard, mais il faut d'ores et déjà noter que, vous voyez, on a la mention assez révélatrice à la fin des royaumes de Bavière et du Wurtemberg, ainsi que du Grand-Duché de Bade, qui sont signalés comme ayant pris part à la guerre actuelle, comme alliés de la Prusse, et qui font maintenant partie de l'Empire germanique. Et donc, les représentants de ces royaumes, désormais symboliques, signent pour adhérer au traité conclu par Bismarck. Mais, vous le voyez, on passe déjà maintenant à un empire germanique. Donc, le pari de Bismarck est gagné, et ce, avant même que la guerre ne soit finie. À côté de l'Empire germanique, eh bien, il faut voir que la France, elle, malheureusement, n'améliore pas sa situation. Le gouvernement provisoire qui s'est autoproclamé en septembre 1970 a tenté de négocier avec Bismarck. Je vous montre ici à gauche la copie d'une courte lettre adressée par Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, à Bismarck, pour lui demander, je vais zoomer un petit peu, pour lui demander de procéder à une négociation pour ramener la paix en septembre. Parce que on juge que cette guerre, en fin de compte, concernait essentiellement l'empire de Napoléon III et que la Nouvelle République peut librement demander la paix pour un conflit qu'en fin de compte, elle n'a pas voulu et qui ne la concerne pas. Et vous voyez donc le ton extrêmement cordial de cette lettre. Monsieur le comte, j'ai toujours cru qu'avant d'engager sérieusement les hostilités sous les murs de Paris, il était impossible qu'une transaction honorable ne fût pas essayée. Donc, on est quand même à un moment assez difficile parce que on est 12 jours après la proclamation de la République et les Prussiens qui étaient à Sedan ont eu le temps de gagner les alentours de Paris. Alors, Bismarck, je change de côté pour vous montrer la réponse de Bismarck. Bismarck est au départ assez heureux, sauf que au stade où on est la guerre, il n'a pas encore une victoire suffisamment nette pour convaincre les autres royaumes allemands de se fédérer en un seul empire. Et donc, les négociations de septembre échouent.
Et vous voyez ici le 26 septembre, donc la semaine suivante, après l'échec de cette première négociation, où très clairement le ton change et Bismarck signifie très clairement que Paris est désormais une ville assiégée et que le gouvernement qui s'y trouve encore ne peut pas poursuivre ses activités avec la bonne complaisance des troupes assiégeantes. Et ici, ce courrier concerne notamment les dépêches diplomatiques, où Bismarck refuse en fait de laisser passer les courriers que le gouvernement pourrait vouloir expédier à l'étranger. Alors, le siège de Paris, donc il commence en septembre et il se termine seulement fin janvier 71. Ce siège, il est extrêmement dur parce que la ville n'était pas vraiment préparée et également parce que, on l'a souvent oublié, mais Paris est bombardé pendant ce siège. Et cela pousse le gouvernement à s'exiler en province à Tours. On forme ce qu'on appelle la délégation de Tours pour continuer à gouverner le pays depuis une autre ville, Paris étant à peu près coupé du reste du monde, mis à part des liaisons par ballon et par pigeon. Alors, à la fin de ce siège, on a un armistice qui conclut le 28 janvier. Outre que Paris n'était plus en état de continuer le siège, il faut savoir que le gouvernement de Tours a tenté de reformer une armée. On l'a appelée l'armée de la Loire et elle a essayé de se porter vers le nord et vers Paris pour dégager la capitale et faire refuser les troupes prussiennes. Cette stratégie n'a malheureusement pas fonctionné. Pourquoi? Parce que d'une part, cette armée a été assemblée à la va-vite avec un matériel fait de briques et de broc. Pour l'anecdote, on a dû prélever les canons de la flotte de guerre pour réussir à reconstituer une artillerie. Les autres canons de l'armée régulière ont été pris à Sedan et à Metz. Et en fin de compte, les défaites s'enchaînent si bien que les Allemands arrivent à 12 km de Tours en décembre. Et donc en décembre, lorsque le gouvernement se replie à Bordeaux, deuxième étape capitale, l'espoir de renverser la situation s'amenuise. Et lorsque le gouvernement accepte de convenir d'un armistice aux conditions prussiennes en janvier, eh bien, la capitulation de Paris est directement incluse dans cet armistice, alors que la ville ne s'est pas encore formellement rendue. Donc, les Prussiens n'ont pas le droit de rentrer dans Paris, mais ils doivent prendre possession de tous les forts de la zone défensive de Paris. Donc, sur tout le pourtour de Paris, les différents forts vont être désarmés et cédés aux troupes prussiennes. Et l'ensemble de la garnison, moins 12 000 hommes pour assurer l'ordre, doivent être internés comme prisonniers de guerre. Donc, la situation est réellement devenue intenable. Et ce siège de Paris donc a évidemment fortement mécontenté l'opinion des Parisiens et surtout a discrédité le régime. Un régime qui, à ce stade, il faut le rappeler, n'est pas élu. On a un petit groupe de ministres autoproclamés, mais qui n'ont procédé à aucune élection. Et ce manque de légitimité est directement pointé par Bismarck, qui veut, pour avoir un traité, un bonnet due forme, qui veut qu'une assemblée nationale soit en capacité de ratifier tout accord éventuel. Et donc cet armistice, il est également passé pour permettre à la France de procéder à ces élections pendant la durée de l'armistice, qui est de 15 jours au départ. Malheureusement, ces élections vont amener la formation d'une assemblée qui va confirmer en fait les traités que le gouvernement provisoire voulait passer. Et ces traités en fait mécontentent énormément les Parisiens qui ne comprennent pas qu'on puisse faire des concessions aussi énormes aux Allemands. On sait d'ores et déjà dès le premier traité passé en février que l'Alsace et une partie de la Lorraine vont devoir être cédées. On sait déjà qu'il y aura une grosse indemnité et le sort des 400 000 prisonniers que nous avons laissés aux Prussiens n'est toujours pas réglé. Et il faut en plus loger l'occupant, le nourrir et lui fournir du matériel. Donc tout cela est extrêmement lourd. Et donc Paris entre en insurrection fin mars et forme ce qu'on appelait la Commune.
Cette commune, qui se voulait une sorte de contre-république, une république d'un esprit différent et aux objectifs différents, est immédiatement la cible d'une répression du gouvernement officiel, qui lui s'est installé à Versailles après les élections. Et pour parvenir à effectuer cette répression, le gouvernement doit traiter avec les Prussiens, parce que Paris est là encore considéré comme prisonnier de guerre et est toujours encerclé par les troupes prussiennes, même si les Prussiens n'y sont pas entrés. Ils y sont entrés brièvement pour défiler sur les Champs-Élysées, mais ils ne sont pas restés, ils sont partis tout de suite de la folie. Ils avaient senti que la population allait sinon les mettre en pièces. Et donc, le 28 mars, après que la commune ait commencé, le gouvernement de Versailles s'entend avec Bismarck pour augmenter les troupes françaises autorisées à être présentes à Versailles et à Paris pour justement réprimer l'insurrection et ramener la capitale dans le giron de la République légitime. Alors, on a de fait des réactions internationales qui sont partagées sur cet épisode. Je vous montre, alors je vais encore une fois zoomer pour qu'on puisse me lire, une dépêche de la délégation de France en Italie adressée à Favre, donc le ministre des Affaires étrangères, le 27 mars. Donc, on est juste au lendemain du début de la commune et la dépêche fait état de réaction à Milan dans un journal local qui s'appelle la Perseveranza. Et il est écrit très nettement que, étant donné l'état de la France et les errements qui accaparent l'activité de ce gouvernement tant au plan militaire qu'au plan de la gestion intérieure, la meilleure chose que les amis de la France peuvent faire en Italie à ce moment-là, c'est de ne plus parler des événements qui se passent en France. Ce qui montre combien le gouvernement est alors assez faible et dans une posture assez difficile, parce que sa capacité à maintenir l'ordre public et à garantir l'unité nationale, évidemment, conditionne totalement le crédit que l'on peut apporter aux éventuels traités de paix. Alors, je vous montre plus tard une dépêche de mai qui est adressée par Thiers à Jules Favre. Thiers, donc chef du gouvernement, demande à Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, d'écrire à Bismarck pour que celui-ci nous laisse achever la répression de la Commune de Paris seul, parce que cette répression dure depuis déjà 2 mois, qu'elle n'a pas forcément encore eu de grand succès, et Thiers en est au stade où alors je vais prendre le pointeur pour que vous voyez bien, pointeur ici, c'est la phrase qui est ici: je supplie Monsieur de Bismarck, au nom de la cause de l'ordre, de nous laisser accomplir nous-mêmes cette répression du brigandage. Et donc, vous voyez, on a là vraiment un chef de gouvernement qui, en fait, est extrêmement inquiet et qui doute même de la survie de ce gouvernement, parce qu'il en est au stade où il supplie une autre puissance occupante, de laisser le gouvernement légitime de la France s'occuper de ses affaires intérieures. Ces réactions à la commune en elle-même ne sont pas toutes seules. Il y a également des mouvements parallèles qui s'orchestrent. Donc déjà, il y a des relations un peu ambivalentes avec les pays voisins, parce que tout simplement, une partie des communards de Paris sont de nationalité étrangère. Je vous mets ici, vous voyez, une note informant Favre du sort qu'on réserve à des communards de nationalité étrangère après leur capture. Et donc, vous voyez, on a des Anglais, des Belges, des Italiens, des Luxembourgeois, des Suisses. Et tout cela montre que cette commune, même si elle se déroule à Paris, elle a une résonance très large vis-à-vis de la communauté internationale, parce qu'il y a des morts et des détenus qui sont de nationalité étrangère, et parce que l'exemple de la commune de Paris suscite des émules à l'étranger. Je vous montre à droite un projet plutôt une instruction pour faire une dépêche à la direction politique du ministère des Affaires étrangères pour que on diffuse une dépêche à l'ensemble de notre réseau au sujet du mouvement de l'international qui est apparu récemment
et qui excite en fait le peuple à se soulever dans différentes parties de l'Europe. On sait qu'il y a des soulèvements par exemple à Barcelone à la même époque. Et ces hésitations en fait inquiètent évidemment la France, mais l'ensemble des pays européens de l'époque, parce que cette Commune de Paris, si violente et si radicale, semble faire tache d'huile. Et cela explique aussi la férocité avec laquelle le gouvernement réprime la Commune de Paris. C'est parce qu'il s'agit non seulement de la crédibilité de la France à régler ses affaires intérieures, mais il s'agit aussi de répondre aux inquiétudes légitimes des gouvernements voisins qui ne veulent pas que ce mouvement se propage à l'étranger. Alors, une fois qu'on a fini de voir un peu les problèmes de politique intérieure qui se déroulaient en France et en Allemagne à l'occasion de la guerre, il faut se repencher plus à fond sur les conditions de la paix, en sachant que cette question de la paix entre le nouveau régime français et le nouveau régime allemand, bien, les conditions essentielles étaient déjà connues dès septembre, quand Favre a tenté de voir Bismarck en septembre, on lui a déjà annoncé la couleur, mais il y a tout un travail de délimitation des nouvelles frontières, de chiffrage des montants des indemnités qui vont être exigées à la France, et toute une série de dispositions techniques qu'il faut définir pour régler le sort des prisonniers, régler les conditions d'occupation, etc., etc. Alors, d'une part, donc, je vais parler un petit peu de négociations, des clauses et des réactions qu'elles ont pu susciter, et en commençant par la question de l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine. Alors, il faut savoir qu'au XIXe siècle, il y avait, depuis les campagnes napoléoniennes en Allemagne, au début du XIXe siècle, donc avant 1815, il y avait un fort ressentiment anti-français. Pourquoi ? Parce que la France, depuis Louis XIV, paraissait être une sorte d'oppresseur qui grignotait peu à peu les territoires germaniques. Je vous montre à gauche une carte qui est parue à la même époque que la guerre et qui montre en vert les territoires que l'on accuse la France d'avoir arrachés à l'ancien empire germanique sous Louis XIV et sous Napoléon. Et donc vous voyez, il s'agit, alors là on a la Belgique, mais qui n'est pas concernée par le conflit en cours, mais on a surtout à droite l'Alsace dans son entièreté et une bonne moitié de la Lorraine. Et cette revendication, en fait, donc, elle provient non seulement de Bismarck et de son état-major, mais elle est parfaitement, comment dire, elle est parfaitement acceptée par l'opinion allemande. En sachant que ce ressentiment pouvait même aller plus loin, je rezoome sur la deuxième carte, où vous voyez, vers 1860, donc 10 ans avant la guerre, on avait déjà des personnages pas forcément identifiés, mais probablement des membres de journaux ou de milieux un peu parallèles, comme des intellectuels un peu engagés, qui s'étaient amusés à imaginer comment est-ce qu'on pourrait partager la France pour satisfaire les différents voisins. Donc, vous voyez ici, on a, alors je vais reprendre mon pointeur, là, on a ici en bleu des territoires qui seraient rattachés à la Suisse pour la Savoie, le Dauphiné et la Provence. On a ici en blanc et en grisé l'Alsace et la Lorraine qui repartiraient à la Prusse. On a ici le nord, l'Artois qui serait rattaché à la Belgique, et on a la Normandie qui elle, serait rattachée à l'Angleterre, sans compter toute la zone au sud qui, elle, est rattachée à l'Espagne. Et il ne resterait de la France, j'essaie de zoomer encore un peu plus, il ne resterait de la France après ce partage que l'espace en rose, donc un pays croupion. Et donc c'est plus la Corse qui, alors là je n'arriverai pas à zoomer parce que si vous allez voir flou, mais la Corse qui est laissée comme retraite pour l'impératrice Eugénie. Et donc vous voyez cette idée d'une France qui s'est trop étendue, qui est trop menaçante pour ses voisins et qui a lésé les intérêts nationaux des pays voisins, on est à l'époque de l'affirmation des nationalismes, eh bien, on a l'idée qu'il faut réduire la France et extraire les territoires qui n'auraient pas dû être intégrés dans l'Hexagone. Donc, c'est pour cela que l'Alsace et la Lorraine sont inclus d'emblée dans les projets de traité de paix.
il en est question dès septembre et il en sera question également dans les traités passés en février et en mai 1971. En sachant que les négociations vont se faire par à-coups. On a pour premier accord vers la paix l'armistice du 28 janvier, que je vous remontre à gauche, qui lui spécifie que Paris se rend principalement et qui donne les conditions de négociation, à savoir avoir une nouvelle assemblée pour ratifier les futurs traités et également donc procéder à l'élection d'une assemblée qui pourra légitimer le gouvernement avec lequel les Prussiens traitent. Mais entre ce premier armistice qui pose les bases des nouvelles relations et le traité de Francfort du 5 mai 1971, dont je vous présente ici la splendide ratification de l'empereur, il y a en fait toute une série de traités. Il n'y a pas que les simples deux traités, traités de paix préliminaire et traités de Francfort. Il y a en réalité une vingtaine de traités différents. Donc, je ne vais pas tous les passer en revue parce qu'effectivement, ça prendrait un peu de temps, mais il faut bien avoir en tête qu'on a une myriade de traités différents qui sont passés. Le dernier étant passé en décembre. Néanmoins, on a quand même les principales clauses qui sont arrêtées en mai. Et donc, je vous montre ici la carte qui prévoit donc l'annexion des départements de l'Est à la Nouvelle-Allemagne, avec donc l'Alsace dans son intégralité, la Moselle et quelques adjonctions. Quand vous voyez, on a quelques arrondissements qui sont pris à la Meurthe ici. Il y a aussi une partie de la Moselle qui est hors du partage, avec la ligne foncée, qui est en fait une ligne de couleur verte, qui montre quelle est la frontière à laquelle on s'est arrêté au traité de Francfort en mai. Sachant que au moment du traité préliminaire de paix du 26 février, on était sur une formule beaucoup plus dure, avec, vous voyez, le trait, alors, pointeur, oui, c'est ça, oui, je l'avais, avec le trait bleu qui court ici, et qui, vous voyez, est un peu plus gourmand, quoi, parce que là, on avait carrément une moitié de la Meurthe, on débordait sur la Meuse, et on avait encore une grosse partie des Vosges. Donc, le fait que l'Assemblée nationale ait été élue pour légitimer le gouvernement et qu'on ait entamé la répression de la commune, en fait, ça permet paradoxalement de réduire un peu les prétentions allemandes à une ligne un peu moins gourmande, donc qui colle aux limites départementales de l'Alsace et qui ne prend qu'une partie de la Moselle en fin de compte. En sachant que ces départements, évidemment, on ne leur a pas demandé leur avis. On est sur un traité encore, pour ainsi dire, d'ancien régime. Ce sont les deux gouvernements qui décident que ces territoires vont être cédés et les populations n'ont pas en fait d'autre choix que de l'accepter ou de partir pour émigrer dans la France, rester française. Là, hein. Alors, cette frontière, elle va poser des problèmes techniques sur plusieurs années. Parce que, évidemment, il va falloir, parce que là, alors je rebascule sur cette carte, il faut bien voir que ce tracé, il n'a pas été fait par des géographes ni des ingénieurs. En gros, la carte était posée sur la table des négociations et ce sont les ministres en présence qui ont tracé les lignes à la plume. Donc, après ce passage, ce tracé à main levée, il faut borner le territoire pour distinguer les juridictions. Donc, je vous montre ici à gauche un cahier des charges pour la création de nouvelles bornes de frontières. Et il faut également s'assurer, après donc le traçage sommaire, il faut s'assurer que sur le terrain, il n'y ait pas de problème. Par exemple, on sait qu'il y a des communes qui se retrouvent coupées en deux. Et donc, la question se pose, est-ce qu'on intègre la commune entière côté allemand ou est-ce qu'on la coupe en deux littéralement et on laisse une partie en France? Et donc, ce sont des questions qui doivent se poser commune après commune. Et je vous montre donc à droite une carte sur la commune d'Avricourt qui se trouve à cheval donc sur la nouvelle frontière qui sépare la Moselle et la Meurthe. Et cette commune, elle est laissée du côté allemand. Pourquoi? Parce qu'elle a une gare avec un carrefour de chemin de fer, et donc un intérêt stratégique évident pour les Prussiens.
Alors, je passe ensuite à la mémoire et l'écho que ces événements ont eu pour les Français dans les décennies ultérieures. Alors, je vous l'ai dit, on a eu une vingtaine de traités passés en 1871. Je vous montre ici la page de signature du dernier accord conclu le 11 décembre à Francfort, toujours. Et ce protocole, en fait, il récapitule l'ensemble des dispositions prises pour la paix et pour régler les différents points techniques, sort des prisonniers, occupation, etc., etc. Mais ces traités ont été suivis d'encore d'autres traités dans les années suivantes. Pourquoi? Parce que la cession des territoires anciennement français à la Prusse pose d'autres questions. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait des anciennes administrations locales qui ont des fonctionnaires employés sur place? Est-ce qu'on laisse les fonctionnaires en Alsace et en Moselle ou est-ce qu'on les rapatrie? Qu'est-ce qu'on fait également des caisses de retraite qui étaient hébergées à Metz et à Strasbourg et évidemment qui ont des comptes avec des sommes pour financer les retraites? Qu'est-ce également qu'on fait des questions douanières, chose qui évidemment ne se pose pas tant qu'on n'est pas en paix. Et donc, toutes ces questions vont s'échelonner dans les années suivantes pendant une dizaine d'années. Et le dernier traité relatif au statut et aux institutions de l'Alsace et de la Moselle ne sont en réalité passés qu'en 1879. Donc, vous le voyez, rien qu'au plan politique, qu'il s'agisse de politique de l'actualité, de la politique des gouvernements ou des relations bilatérales avec la Nouvelle-Allemagne, on est sur une guerre qui, en fait, continue d'occuper les esprits pendant 10 ans, quasiment. Et pour le tracé même de la frontière, cela a pris plus longtemps que ça. On sait par exemple qu'il y a eu des accords pour le bornage de la frontière au niveau du territoire de Belfort jusqu'en 1884. Donc tout cela continue d'occuper les esprits et alimente évidemment un sentiment hostile envers l'Allemagne. Et donc cela donne les premiers germes du sentiment de revanche qui va rester jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est sur le terrain purement politique. Néanmoins, qu'il s'agisse de la société civile, des collectivités ou des milieux intellectuels, on a également une mémoire qui se met en place. Et je vous montre ici deux documents qui mettent en lumière le souci de mémoire qui anime les pouvoirs publics et la société privée, avec ici une lettre du commissaire du gouvernement français à Nancy qui fait état de la mauvaise humeur manifestée par les Allemands lorsque on a voulu organiser une cérémonie funèbre pour les soldats morts pendant la guerre. Donc, on est en 1873, les Allemands ne sont pas encore tout à fait partis, mais néanmoins, vous le voyez, on est déjà dans la célébration des morts et des martyrs de la France. Une France qui est déshonorée et qui a besoin de faire un travail de deuil. Et un travail de deuil qu'elle va mettre des années à réaliser parce que les derniers monuments érigés pour les morts de la guerre de 70 datent en réalité du début du XXe siècle. Et pendant ce temps-là, on a les intellectuels qui, eux, continuent d'entretenir la flamme avec des romans, des articles de journaux, etc., etc. Et je vous montre ici un exemple bien connu qui est La débâcle d'Émile Zola, donc un livre dont l'intrigue se passe pendant la guerre. Et vous voyez, c'est un roman qui date de 1892, donc on est 20 ans après les faits, et pour autant, c'est un sujet qui inspire toujours et qui rencontre toujours un grand écho dans le public. Donc tout cela montre qu'on est sur une guerre qui a réellement traumatisé en fait la population. Pas seulement le personnel politique confronté aux défis de la guerre, mais également la population entière. Parce que la guerre a été dure et il ne faut jamais oublier que c'est la première fois que la France était envahie depuis 1815. Et donc on avait eu un demi-siècle tranquille. Et retrouver les exactions de la guerre sur le sol national avec les blessés, les morts en abondance, etc. Tout cela traumatise la génération de 1970 et ça explique pourquoi on arrive ensuite aux guerres mondiales.
Et je vous montre ici une dernière illustration, on va dire un peu savoureuse, de Gustave Doré, qui vous montre donc une allégorie de Versailles et de Paris en 1971. Vous voyez, on a une grosse république, une république bourgeoise, bien grasse, qui a bien mangé, qui arbore les emblèmes traditionnels, la cocarde, etc., mais qui est une république armée avec une baïonnette, des couteaux de boucher et une auréole. Donc, ça, c'est une évocation de la mémoire contrastée de la guerre et de la répression de la Commune, avec une république perçue comme plutôt bourgeoise, une république des élites, qui se donne bonne conscience auprès du monde diplomatique et de l'opinion en se salissant les mains. Et donc, vous voyez que c'est une période qui est extrêmement compliquée, extrêmement riche, et pour laquelle on peut donner diverses interprétations quant à son image et à la portée de ces événements dans la durée. Je vous remercie, et puis on va pouvoir commencer les questions. Je pense que Sarah, tu peux revenir. Voilà. Oui, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement de l'époque imaginait déjà l'armée française beaucoup plus... pensait qu'elle serait beaucoup plus efficace que ce qu'elle n'était. Il sous-estimait son nombre par rapport à celui de la Prusse. Et puis, on l'a dit un petit peu, l'armée française était bien moins organisée, bien moins commandée. La logistique, le matériel n'était pas du tout à la hauteur par rapport à ce que proposait l'armée de Prusse. Alors là, c'est clair qu'il y a une sorte d'incompétence sur la façon dont on a estimé ce que l'armée serait capable de faire. Donc ça, c'est une première chose. Après, en termes diplomatiques, c'est un peu difficile de parler d'incompétence, mais ce qui est sûr, c'est que Napoléon III a essayé de mener des projets diplomatiques qui partaient dans des directions opposées et qui clairement étaient irréconciliables. C'est le principe des nationalités, de vouloir malgré tout maintenir ce concert européen, la France, voilà, un peu sur le devant de la scène. Et je donnais l'exemple en début de conférence, ce qui se passe avec la Prusse, c'est un peu symptomatique, c'est-à-dire avant même le déclenchement de la guerre, essayer de s'entendre à la fois avec Bismarck et puis avec l'Autriche, et puis tout en essayant de proposer de soutenir les uns pour avoir des compensations, essayer d'avoir des compensations de tous les côtés, enfin voilà. Donc, je ne sais pas si je dirais incompétence, mais c'est sûr que la guerre est en partie déclenchée par une mauvaise interprétation de ce que Napoléon allait pouvoir obtenir en allant voilà, à la fois à droite et à gauche en réalité, quoi. Je peux ajouter qu'il ne faut pas trop charger Napoléon sur la guerre, parce qu'en réalité, c'est pas lui qui commandait les troupes, en fait. Donc, il a donné son blanc-seing pour déclarer la guerre, mais c'est pas du tout lui qui commandait. Il avait des généraux, alors, un général en chef, je ne sais plus son nom, mais qui officiait à côté de lui. Et en fait, Napoléon accompagne les troupes pour le décorum, en sachant qu'il est également en très mauvais état de santé à cette époque-là. Donc, il est incapable de monter à cheval sans être littéralement drogué. Donc, sur les événements pendant la guerre, en fait, il n'est pas du tout responsable. Par contre, effectivement, comme Sarah l'a dit, sur le déclenchement et le fait qu'il est tombé dans le panneau face à Bismarck, là, totalement. Alors, il y a d'autres questions, je vois, qui arrivent dans le chat. Alors, je pense qu'effectivement, on peut dire que la guerre de 14-18, elle est en partie liée à celle de 70. Parce qu'il y avait un fort sentiment de revanche, on voulait récupérer l'Alsace et la Moselle, mais ce n'est pas la seule cause. Il faut, on va dire, un peu dédiaboliser la guerre de 70 par rapport à celle de 14. Il y a une part de responsabilité parce qu'effectivement, il y a une volonté de revanche, mais il y a d'autres conditions en œuvre. Il y a par exemple la rivalité coloniale en Afrique, il y a également la rivalité dans les équilibres en Europe centrale, et en fin de compte, la guerre de 14-18, même si en France, elle est favorisée par la volonté d'avoir une revanche, c'est pas du tout le seul sentiment qui prévaut, parce qu'on a aussi l'Italie, le Royaume-Uni, la Russie, qui, elle, se moquent totalement de cette guerre en réalité.
Là, on est un peu dans l'Uchronie. On peut l'envisager parce que effectivement, on a réussi à payer l'indemnité de guerre qui était énorme, 5 millions de francs or, donc plusieurs fois le budget annuel. On a réussi à la payer en 3 ans, il me semble, cette indemnité. Donc, euh, évidemment, s'il n'y avait pas eu cette question territoriale, ça aurait pu être différent. En sachant que la population francophone en Alsace et en Moselle donc quitte en partie le territoire dès 1872 quand le territoire est cédé à l'Allemagne, mais il y a une vague d'exode qui se poursuit en fait jusqu'en 1914. Donc il y a des gens qui se rapatrient de l'Est à Paris, aux colonies ou ailleurs, et qui continuent on va dire, d'avoir des motifs de plainte. Alors, il me semble que c'est simplement parce que l'empereur et le gouvernement avaient décidé en fait de quitter la France et donc ils se trouvaient à Francfort au moment où on a envoyé la députation française. Il me semble que c'est juste ça. Je sais pas si Sarah, tu en sais plus. Non, non, désolé. Oui, bon, voilà. Thiers a-t-il été massacré la commune? Il y a une mémoire contrastée sur le sujet. Je sais pas si Sarah, tu veux en dire plus, toi, mais Vas-y, si. voilà, disons que en fait, il y a deux points de vue. Il y a, on va dire, les loyalistes à la République qui eux, considèrent que la commune avait été, on va dire, oui, un brigandage. C'est le mot qui a été utilisé par Thiers. Et il y a, on va dire, toute l'aile gauche du panorama politique qui, elle, a considéré que la commune, en fin de compte, c'était un peu l'avant-garde du socialisme, voire du communisme, et que donc c'était la révolution du peuple qui avait été étouffée. Donc, massacrer indubitablement, ça a été féroce, et il y a une mémoire très doloriste autour de la commune. Après, est-ce qu'on peut dire massacrer? Personnellement, j'aime aussi rappeler que la commune n'a pas les mains propres. Mais bon, c'est encore un autre débat. Moselle ou Lorraine, on a pris l'habitude de dire Lorraine, sauf qu'en réalité, c'est essentiellement le département de la Moselle qui a été annexé. Il y a juste eu quelques communes prises sur la Meurthe et aussi sur les Vosges, je crois, mais c'était fondamentalement la Moselle qui a été annexée. Sarah, quoi, tu veux prendre le relais? Non? D'accord. Bien, en fait, je pense que Bismarck n'avait pas la légitimité en fait pour avoir ce genre de prétention. Il était chancelier de Prusse et s'il s'était amusé à faire un coup d'État à ce moment-là, hein, je suis pas sûr que les autres pays allemands l'auraient suivi, hein, très honnêtement, en sachant que les rois de Prusse ont en fait beaucoup de prestige. Ils sont puissants territorialement, mais ils ont aussi beaucoup de prestige parce qu'ils ont l'ancienneté dynastique et ce sont eux qui étaient les figures de proue de la résistance à Napoléon Ier. Donc enfin voilà, il y avait incompatibilité pour destituer Guillaume de Prusse, hein, très clairement. Alors, dans nos archives, ce qu'on va avoir, ce sont les documents échangés au sein du ministère des Affaires étrangères, donc à la fois entre on va dire les services d'administration centrale et puis les ambassades et les consulats. Donc, c'est pas précisément dans nos archives qu'on trouvera ce genre de débat sur le fait de savoir s'il fallait ou pas soutenir l'Autriche contre la Prusse. On peut en trouver trace dans nos archives, mais ce débat-là, un peu incidemment, si vous voulez, c'est-à-dire que la trace de ce débat-là, c'est pas
c'est pas dans des échanges entre le ministre et puis les ambassadeurs que le débat va s'être fait. Simplement, ce qu'on va avoir plutôt, c'est justement le ministre qui va prévenir et expliciter voilà, aux ambassadeurs le choix qui a pu être fait. Donc, je n'ai pas dans le détail en tête dans nos archives, notamment relatives à l'Autriche ou à la Prusse, ce qu'il peut y avoir. C'est possible. En tout cas, il peut y avoir la trace du débat, c'est-à-dire de mentionner qu'effectivement la question s'est posée, selon l'entourage de l'empereur, tout le monde n'était pas d'accord, etc. Mais ce sera simplement une relation du fait que ce débat a existé, il n'y aura pas le débat en lui-même. Mais effectivement, c'est possible il est possible que ce soit évoqué. Voilà, ça fait partie des choses qu'on peut trouver. Qu'on pourrait trouver. Après, savoir si on aurait évité 1870, 1871, c'est encore un autre débat. Il y a une autre, j'ai vu passer sur le chat une autre personne qui posait cette question. De toute façon, c'est toujours compliqué c'est même pas possible de reconstruire après coup qu'est-ce qui se serait passé si on avait fait ceci ou si on avait fait cela. Ce qui est clair, c'est que oui, c'est une personne qui disait c'est fou, avec une dépêche mal interprétée, voilà, on est arrivé à cette guerre. Il n'y avait pas que ça, c'est-à-dire c'est le prétexte, mais finalement, Bismarck manipule, on va dire, cette dépêche parce qu'il veut la guerre, et puis, on va dire, l'entourage impérial à ce moment-là l'interprète telle quelle parce qu'il le veut bien aussi. C'est-à-dire que je vous ai montré en fait les deux documents en regard l'un de l'autre. Il y a effectivement la dépêche d'Ems, mais la veille, Benedetti fait la relation à l'empereur de la façon dont ça s'est passé. Et imaginons que les deux arrivent le même jour. Pour des raisons de presse, etc. Clairement, il y a pas plus d'une journée d'écart entre les deux, et donc l'empereur, il a le récit de voilà comment ça s'est passé, ou en tout cas comment l'ambassadeur de France a interprété. Voilà, il va pas simplement s'offusquer en ne croyant que cette dépêche, et voilà, en disant c'est des missives, etc. C'est aussi tout l'entourage qui se dit que c'est l'occasion notamment de raffermir l'emprise sur le pays. On voit même quelques jours avant cette dépêche d'Ems que le gouvernement donne l'ordre de préparer les troupes. Enfin voilà, on sentait que ça arrivait quand même pour plein de raisons. Le déclenchement, on le rapproche effectivement de cette dépêche. On peut dire que c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais voilà, c'est pas simplement cette dépêche. Et donc, pour éviter 1870, il aurait fallu éviter toutes les autres causes qui finalement ont amené à ce que cette guerre se passe, quoi. Non, là clairement non. Les archives militaires, vous les trouverez au service historique de la défense. Voilà. Globalement, ce qu'il y a sur la diplomatie, c'est chez nous. Ce qu'il y a sur l'histoire militaire, ça va se trouver plutôt au service historique de la défense. Alors, l'exposition aura lieu aux archives diplomatiques sur le site de La Courneuve, donc à côté de Paris. L'ouverture est prévue pour début 2022. Janvier potentiellement à confirmer. Les informations seront disponibles sur notre site internet. Ce sera d'accès gratuit. Voilà, donc vous pouvez. Alors, on a une page Facebook aussi, voilà, où ce genre d'événement est annoncé, donc vous aurez l'information de la date précise par ces médias-là. Bon. Rebonjour. Merci beaucoup Guillaume et Sarah pour cette conférence passionnante. Je vous remercie tous de l'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié le moment. N'hésitez pas à nous le dire dans notre livre d'or. Je vous laisse le lien de celui-ci dans le chat. Hop, je vous colle ça tout de suite. Voilà. S'il vous reste des questions
puisque là, on commence à arriver vers la fin de l'intervention. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment nous les envoyer par mail à contact@conferencia.fr. Nous les transmettrons évidemment à Guillaume et Sarah, et qui répondront évidemment mieux que moi à ce genre de questions. Je vous rappelle aussi que la conférence sera disponible en rediffusion sur le site de Conferencia dès demain. Voilà, je vois qu'il n'y a plus beaucoup de questions. Il y en a peut-être une dernière que je peux vous passer. Hop. Alors oui, il y aura quelques documents que Guillaume pourra compléter. On a effectivement des cartes, des documents sur justement quelques litiges particuliers, parce que c'est voilà l'avantage de ce genre d'exposition. On peut et là la conférence c'est trop court, mais on expose notamment des documents sur des cas précis. Et donc voilà les villages, etc. Donc il y aura des choses là-dessus dans la dernière partie de l'exposition. Il y aura voilà un certain nombre de documents complémentaires sur ces questions. N'hésitez surtout pas à aller voir l'exposition. Nous allons donc bientôt terminer cet événement. Peut-être que Sarah, Guillaume, vous voulez nous dire quelques mots avant de clôturer la conférence? Remercier les participants qui ont assisté, et puis voilà, pour leur attention et leurs questions. Et puis merci aussi à l'équipe de Conferencia pour l'organisation. Oui, j'abonde dans ce sens, Sarah. Merci au public et merci à Conferencia. Eh bien, merci surtout à vous de nous avoir conté cette histoire. Je vous remercie tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite donc une excellente fin de journée. Je vais donc maintenant terminer cet événement et je vous dis à très bientôt sur Conferencia. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.